super. Alors, tout d'abord, bonjour, enfin bonsoir et bienvenue à notre sixième Webby Pair sur la mobilité. Alors avant de commencer, voilà, si la session est enregistrée, donc si vous le désirez, vous pouvez fermer votre caméra si vous ne souhaitez pas être filmé. Ce sera diffusé en fait après, ce sera accessible sur YouTube, voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Comme ça, voilà, le Webby Pair pourra servir, à tout le monde. Lorsque vous ne parlez pas, je vois que vous le faites déjà. Peut-être de fermer votre micro, comme ça il n'y a pas de retour ou de grisaillement et lever la main pour prendre la parole, comme ça moi je peux le voir ici, parce que sinon je ne vois pas tout le monde. Comme ça, on parle un peu tous. Alors pour se présenter un peu, donc vous connaissez sûrement déjà Cléon, le fondateur de l'ASBL, Autonomia, et moi c'est Clara, je m'occupe de la communication, au sein de l'ASBL. Et donc concernant l'ASBL Autonomia, elle est active depuis donc 32 ans et son objectif principal, c'est vraiment de lutter, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les aspects, de la vie, que ce soit concernant, la mobilité, aujourd'hui, la santé, le logement, la sexualité et cetera. Et donc en fait, concernant les webipairs, donc on en a 10 qui sont prévus et chacun est axé sur un thème. Donc par exemple, celui d'il y a 2 semaines, c'était sur la santé et le but, c'est vraiment de recueillir vos témoignages, vos informations, de vous informer aussi un peu de la situation, voilà, afin que nous, on puisse un peu plus orienter nos recherches et nos projets, voilà, pour être encore plus utiles, pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, on va vous faire parler aussi un peu aujourd'hui. Donc d'abord, vous présenter un peu, chacun peut-être, voilà, qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes sensible aux questions du handicap? Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce Webipar? Et quelles sont vos motivations aussi à participer, à être là ce soir, parmi nous? Je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. Je ne sais pas si Alexandra, vous voulez commencer? Ok, je m'appelle Alexandra, j'ai bientôt 40 ans. Je m'intéresse à tout ce qui est justement tout ce qui est propre au handicap parce que donc je suis moi-même personne handicapée depuis une bonne vingtaine d'années. C'est du handicap invisible, c'est dû à des maladies dégénératives, musculaires et osseuses. Plus la maladie de Crohn, mais ça, c'est un peu à part. Et donc, pour l'instant, je suis mobile avec des difficultés, mais dans le futur, je deviendrai complètement tétraplégique. Et donc, je m'intéresse surtout à la mobilité du futur, des avancées qu'il peut y avoir. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on a quand même beaucoup de retard. Or, les politiques, évidemment, mettent l'accent sur la mobilité, pouvoir se mouvoir un peu partout dans le pays, voire même à Bruxelles. Moi, j'habite à Bruxelles, donc à Bruxelles. Mais majoritairement, si je veux, par exemple, voyager, je m'imagine quand je serai en chaise roulante, si je veux, je vais souvent à Braine-l'Alleud. Si je veux y aller, aucun des quais ne sont accessibles, sauf le quai, par exemple, numéro 1, parce que partout, il y a des escaliers. Il n'y a pas de service pour les personnes en fauteuil roulant. Donc, ça m'interpelle beaucoup, évidemment. Donc, voilà, je m'interroge beaucoup aussi sur propre handicap, le confort des personnes atteintes de handicap invisible et ayant des difficultés, justement, par exemple, dans les bus, dans les trains, des choses comme ça, pour pouvoir se tenir aussi. Il manque de plus en plus, le design est magnifique dans les rames de métro et tout ça, mais on a de moins en moins de barres, de piquets pour se tenir et donc ça devient difficile par exemple, enfin des choses comme ça, un petit peu tout en général sur la mobilité, sur tout ce qui a à faire au handicap en particulier dans toute la vie. D'accord, super. Merci de votre, témoignage. Et du coup, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce Webipar? Oui, sur les réseaux sociaux, Facebook. OK, super. Merci beaucoup. Et vous, Christian, quelle est la raison Eh de votre bien, venue? moi, je suis du côté obscur de la force. Je suis de ceux qui sont attendus à chaque coin de rue
pour être adapté aux différentes problématiques liées aux situations de handicap, donc pas seulement pour le handicap en soi, mais aussi pour tout ce qui est d'accessibilité au sens large. Et donc, quand je dis au sens large, je pense aux personnes à mobilité réduite, donc pas seulement le handicap, pas seulement les handicaps visibles, aussi les handicaps invisibles. Et voilà. Et, en gros, et donc moi, je ne suis pas concerné en direct, sinon que mon métier, c'est justement d'être le porte-parole de l'ensemble des utilisateurs pour faire évoluer la STIB dans sa prise en considération des besoins, de manière à ce que le plus vite possible, on ait des solutions correctes et accessibles. Et puis, un des problèmes que je rencontre le plus fréquemment, c'est que, comme ce soir, je me retrouve avec probablement une partie de réponses qui vont être projetées vers l'avenir en disant dans le futur ce sera, alors que le besoin il était déjà hier. Donc voilà, ça c'est un des problèmes fondamentaux de mon existence professionnelle. Tu dois vivre avec ça. Ça va, hein, je m'en sors parce que justement c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir dire quelque part dans mon rôle, j'ai la chance de pouvoir apporter ma contribution. Je voudrais l'apporter plus vite, je voudrais que ce soit plus rapide, plus fort, plus plein de trucs, mais c'est pas grave, c'est passionnant de pouvoir avoir un rôle comme ça à jouer qui au final apporte du confort d'usage à l'ensemble oui, à l'ensemble de la population. D'accord. C'est vrai que quand tu regardes en arrière, il y a énormément de choses qui se sont faites ces 20 dernières années au niveau de la STIB. Mais c'est vrai que les besoins sont immenses. Hein. Mhm. Ça, c'est vrai aussi. Donc, il y a toujours eu cette frustration, je crois. Hein. Et moi, je la vis depuis moins longtemps que toi. Oui. Et par rapport aux handicaps invisibles, Christian, tu peux nous éclairer un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans les cartons ou quelque chose qui est prévu? Eh bien, on n'a pas des projets directement tagués handicap invisible, mais tout ce qu'on fait pour différentes catégories de personnes est utile pour plein d'autres. Notamment, Madame parlait tout à l'heure des véhicules. On organise toujours l'alternance entre des positions debout, des positions assises. Dans le nouveau métro qui est arrivé au mois de juillet, on a des positions assises qui font face à la route, qui font dos à la route, qui sont transversales à la route. Tout ça pour gérer, en fait, pour permettre à chacun de trouver l'usage le plus approprié par rapport à ses besoins. Ça nécessite un peu de connaissance du matériel, c'est vrai, mais en tout cas, on essaie de... C'est toujours des compromis entre mille usages. Hein. Pour nous, transporteurs publics, ce qui serait génial, c'est de ne plus avoir de siège nulle part parce qu'on met beaucoup plus de monde par mètre carré. Voilà, ça, c'est notre idéal, il est là. C'est juste pas envisageable, évidemment. On va jamais faire ça. Mais voilà, donc il y a par exemple ce point-là. Un autre point, c'est de s'organiser de manière permanente pour que, par exemple, tout ce qui est la vente de titres de transport soit multiple, c'est-à-dire que qu'il soit possible d'aller chercher un titre de transport sur Internet, chez quelqu'un. Enfin, il y a plein de... Le réseau de vente, comme on l'appelle, doit être multiple, de manière à ce que chacun puisse trouver l'usage qui va convenir à son besoin, même si on ne se rend pas compte, nous, que la personne a un besoin spécifique, elle va pouvoir aller chercher ce dont elle a besoin. Ok, merci beaucoup. Hop. Alors, on va continuer un peu. Et du coup, voici un peu la structure de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, on s'est déjà présenté, on a fait le tour de table. On va aborder du coup maintenant les transports en commun, ensuite les transports individuels. On va un peu parler de vos expériences. On va proposer quelques solutions et des conseils de lecture par la suite. Alors du coup, la mobilité, selon la vision de la personne en situation de handicap et non de la personne valide.
Donc déjà pour commencer sur notre site internet, donc comme vous pouvez le voir à gauche, nous avons, plein de filtres et donc dans les filtres, il y a la mobilité et lorsque vous la sélectionnez en fait, vous avez tous les articles, les nouveautés, les vidéos, les lectures qui sont liées à la mobilité et ensuite, vous pouvez voir ici, on peut sélectionner même par pays en fait, donc voilà, c'est déjà très utile, si vous voulez, explorer un peu le site internet. Ensuite, bah, pour commencer, on avait envie un peu de s'inspirer, en toute, bienveillance et donc on avait envie de vous parler d'une solution, un peu parmi tant d'autres, de la trottinette électrique en fauteuil roulant, en fait, qui a été, inventée par justement la jeune fille qui est, sur la trottinette, électrique et donc c'est, principalement pour les personnes en situation de handicap moteur. C'est une trottinette électrique adaptée à tous et en fait, on peut l'acheter ou la louer. Donc je vous propose, hop, de regarder la vidéo pour un peu s'inspirer avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez le son ou pas du tout? Non? Oui, parce que j'ai mes écouteurs, je vais les débrancher comme ça, vous les avez. Oui. Salut, moi c'est Charlotte, je suis en fauteuil depuis l'âge de 4 ans et aujourd'hui pour aller au travail je suis venue en trottinette, je vais t'expliquer pourquoi. Se déplacer en fauteuil au quotidien c'est compliqué, il y a tout un tas d'obstacles sur mon chemin, que ce soit des pavés, que ce soit des côtes, que ce soit des transports en commun qui sont peu accessibles et du coup les trajets prennent en moyenne 2 fois plus de temps que pour une personne valide. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent pour remédier à ça, notamment les troisièmes roues. C'est une sorte de trottinette électrique qu'on vient fixer à l'avant du fauteuil pour pouvoir motoriser son fauteuil. Sauf que ces solutions, elles coûtent en moyenne 5 000 € parce qu'elles sont développées spécifiquement pour des personnes en fauteuil. Et en plus de ça, c'est stigmatisant car on est les seuls à pouvoir les utiliser. C'est pour ça que chez Omni, on développe des produits inclusifs pour améliorer la vie des personnes handicapées. Et donc, notre solution aujourd'hui, c'est le Globetrotter, une fixation qui permet d'utiliser une trottinette électrique en fauteuil roulant. Donc, le Globetrotter, il se décompose en 3 parties. Vous avez la partie qui est sur la trottinette, les attaches qui restent sur le fauteuil et le U qui vient faire le lien entre la trottinette et le fauteuil et qui s'adapte en hauteur et en largeur à chaque fauteuil roulant. Donc, on vient le mettre au moment où on utilise la trottinette. Hop, hop. On fait un petit 2 roues. On se pose sur le plateau. On tire la trottinette et on est parti. Hop, voilà, je rebranche mes écouteurs. Voilà. Du coup, un petit exemple, voilà, d'une solution assez inclusive pour les personnes, en tout cas, en situation de handicap moteur. Donc, pour commencer, on vous redonne la parole avec justement les motivations à participer à ce webinaire. Vous en avez abordé certaines au premier tour, donc voilà. Également aussi, pourquoi est-ce que vous vous sentez concerné par ce thème? Si aussi vous avez déjà éprouvé des difficultés, des obstacles de mobilité avec votre handicap et si vous trouvez qu'il existe une différence de prise en charge entre les personnes valides et non valides dans l'espace public, voilà, concernant la mobilité ou le transport en tout cas. N'hésitez pas à prendre la parole, voilà, si quelque chose vous inspire. Pour la deuxième, certainement, ce qui me concerne, si on a déjà rencontré des difficultés, oui, bien sûr, il y a l'accessibilité du bâti, mais également l'accessibilité du matériel roulant, notamment tout ce qui concerne le gap, la distance entre le quai horizontal et le matériel roulant et le gap vertical. Hein, donc ça, c'est un très grand problème. On a évidemment l'accès aussi au quai, hein, que ce soit dans le métro. Il y a des choses qui sont assez chouettes qui sont en train de se faire et peut-être Christian peut nous en toucher un mot, c'est ce qu'on appelle le fusible qui est au niveau de la STIP, mais
au niveau des trains, par exemple, là, il y a encore un très grand retard et le nombre de gares accessibles. Alexandra a parlé de Braine-l'Alleud, mais c'est vrai qu'il y a, je crois qu'il y a, je ne veux pas dire des chiffres, mais si je ne me trompe pas, c'est vraiment 10% ou 15% des gares qui doivent être vraiment en toute autonomie accessibles. Et donc ça, c'est uniquement au niveau des transports publics, des transports individuels ou les taxis. Ben là aussi, il y a énormément de difficultés. C'est qu'il n'y a pas de centralisateur. Il faut trouver l'opérateur qui est le plus disponible. Il n'y a pas, allez, soit on téléphone à l'un, il dit j'ai plus de taxi, et de l'autre côté, on voit des taximans qui ont des taxis qui disent je n'ai pas de clients. Donc vraiment, il y a un problème de regrouper les forces. Alors, il y a aussi évidemment le prix, hein, qui est quand même un élément important. Alors, bon, au niveau des trains, on en a parlé, toute la problématique de la réservation à l'avance, hein, qu'il faut réserver 48 heures à l'avance, 24 heures à l'avance, parfois. Donc, c'est aussi quelque chose qui est parfois difficile à accepter, difficile à vivre et à s'organiser. Que ce soit aussi au niveau des avions, ça aussi. Il faut se prendre bien à temps et signaler les besoins spécifiques. Aussi avec toute la problématique du transport du fauteuil roulant, et encore plus s'il est électrique, parce qu'une fois sur trois, bah, vous retrouvez votre chaise en 1000 morceaux à l'arrivée. Donc, voilà. Je pense qu'on a comme ça dans notre vie énormément rencontré énormément de difficultés de ce style, mais certainement Alexandra peut aussi témoigner, que ce soit en termes de fatigue aussi, de stress et d'organisation. Voilà. Oui, pour ma part aussi, quand on parle de mobilité, j'inclus notamment tout ce qui est justement organisationnel de son trajet. Quand on est personne handicapée, il faut toujours tout prévoir, justement. Donc, j'y inclus tout ce qui est technologie pour nous aider justement à prévoir nos trajets. La technologie, évidemment, avance très, très vite et ça devient compliqué. J'ai eu certaines personnes, par exemple, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit parce que moi, je vois, mais des personnes aveugles qui ont, par exemple, et n'importe qui peut devenir aveugle, notamment lié à l'âge, on voit moins bien, ou bien des personnes qui ont la cataracte, disent que, par exemple, quand il faut simplement rentrer une adresse, on ne peut plus rentrer son adresse. On met, par exemple, les 2 premières lettres et le nom de la rue apparaît automatiquement. Ça peut créer déjà des problèmes pour pouvoir organiser son trajet, parce que si jamais il faut cliquer après sur la bonne adresse, par exemple, j'habite boulevard Edmond Mactenz, eh ben, je mets boulevard E et il va me sortir, par exemple, à Molenbeek, tous les boulevards qui existent qui commencent par E et il faut choisir. Certaines personnes n'ont pas la capacité de pouvoir choisir et il n'y a pas d'autre solution. Ça veut dire qu'alors, pour pouvoir déjà sortir de chez elles, elles ont besoin déjà d'une aide à domicile pour pouvoir rentrer leur adresse. Certaines applications, par exemple de taxi, c'est exactement la même chose. J'utilise souvent Victor Cab, puisqu'on a droit à des chèques taxi. Quand j'ai des gros problèmes de mobilité, donc j'utilise Victor Cab parce que je n'ai pas droit au taxibus, parce que je n'ai que 10 points et pas 11, donc pour la reconnaissance de handicap. Donc j'utilise Victor Cab et quand on rentre son adresse, c'est pareil. Et donc pour les personnes qui sont par exemple aveugles, c'est très difficile pour elles d'utiliser des applications. Donc, j'inclus déjà ça dans la mobilité. Il y a des petits soucis qui, malheureusement, à la STIB, mais probablement propres au transport en commun, qui ne font pas partie… comment est-ce que je vais expliquer ça? La STIB voit souvent
le côté rentabilité des lignes. Par exemple, j'habite donc à Molenbeek et il y avait le bus 86 qui allait en direct pour la gare centrale. Et donc, du coup, si on n'a pas forcément envie de là où j'habite, de devoir à chaque fois s'arrêter, attendre le métro, rester debout parce que physiquement, c'est difficile, on pouvait prendre le direct, le 86 pour aller jusqu'à la gare centrale. Ça a été supprimé. Maintenant, ils ont scindé la ligne en deux parce que pour la STIP, le trajet n'était pas rentable. Or, quand on l'utilise le soir ou ce genre de choses, le 86 était tout le temps bourré. Et donc, du coup, il y a un clivage entre rentabilité et inclusion des personnes handicapées. Beaucoup de personnes âgées se sont plaintes, par exemple, quand elles attendaient aux arrêts, que justement, cette ligne 86 n'allait plus à la gare centrale. C'était une ligne directe qui reliait par en haut. Et donc, du coup, ça devenait un problème pour les personnes âgées. Parce qu'alors, pour elles, c'est plus compliqué d'organiser leur transport dans ces cas-là. Et les personnes âgées ont des problèmes de mobilité. Et donc, du coup, tous les trajets directs sont plus faciles pour elles. Ça, ce n'est pas inclus dans la STIP parce que la STIP se doit d'être rentable. Et ce sont des lignes comme ça qui ne sont pas rentables. Mais pour la personne handicapée, ça devient compliqué aussi en termes d'organisation et en termes de changement. Par exemple, des trajets se transforment vite en 2 ou 3 changements de tram, de métro, de bus. Et ça, pour une personne handicapée, c'est nous rajouter des difficultés, par exemple, dans la mobilité. En dehors de tout contexte, évidemment, purement et simplement de ce qui n'est pas accessible, ce qui est accessible pour les personnes handicapées. En dehors de trouver une place assise, ça devient difficile. En dehors de si, par exemple, les ascenseurs ne fonctionnent pas, les tapis roulants ne fonctionnent pas, il n'y a pas assez de réactivité pour les remettre en route, de maintenance pour les remettre en route. Et donc, du coup, devoir monter des dizaines d'escaliers, ça peut vite être l'enfer. Quand on a des problèmes de mobilité, quand on n'est pas en chaise roulante, mais qu'on a des problèmes de mobilité et qu'on est sur ses jambes. Ça devient ardu. Mais même si on a, par exemple, des problèmes cardiaques, ça peut devenir difficile de monter des escaliers. Donc, tout ça. Dites-moi si je parle de trop. Hein. Non, c'est justement, c'est le but des webipairs, c'est d'avoir votre ressenti, afin qu'on puisse aussi nous aiguiller un peu notre travail. Merci. Christian, est-ce que vous... Oui. Question par rapport aux ascenseurs, je sais que il existe une application pour voir en temps réel, mais je ne l'ai jamais pratiquée. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Oui. Donc, dans l'application de la STIB, on la rend de plus en plus accessible avec l'objectif de la rendre, comment est-ce qu'on dit, conforme au WCAG, donc les World Content Accessibility Guidelines, ce qui est la loi. Hein, donc on a pour ça formé les équipes parce que dans l'accès numérique, dans l'accessibilité numérique, on a le même problème que ce qu'on a eu dans l'accessibilité architecturale il y a quelques années d'ici. C'est qu'on a des gens je parle des architectes à l'époque, ils étaient souvent de bonne foi, ils avaient envie de faire les choses, mais ils ne savaient juste pas comment faire. Aujourd'hui, on a le même problème avec les informaticiens. Ils veulent bien faire de l'accessibilité sur les apps, aucun souci. Ils sont d'accord sur l'idée, ils ont bien compris, mais ils ne voient pas du tout comment faire. Et puis arrive le souci du détail, ce fameux maillon d'accessibilité qui, s'il est rompu, brise la chaîne. Et donc, on a ce point-là. Toujours est-il que dans l'application mobile, si vous l'utilisez, je peux que vous le recommander, on a notamment l'information relative aux ascenseurs. On n'a pas encore les escalators, ce qui viendra, mais pour l'heure, on a les ascenseurs et au niveau maintenance, un projet qui est sur la piste, qui consiste à améliorer l'information voyageur. Nous avons conscience que nos voyageurs disent beaucoup que les ascenseurs, les escalators, mais je vais rester sur ascenseurs parce que ça c'est un truc dont je m'occupe un peu plus précisément, que les ascenseurs ne fonctionnent pas assez, qui sont toujours en panne, ils ne fonctionnent jamais. Donc on est en mode toujours et jamais. Probablement que la vérité est au milieu. Et nous devons, en tant qu'opérateur de transport, informer nos clients de la réalité des choses, pouvoir leur dire, dans la station ici,
sur cette période-ci, une période à déterminer, le taux de disponibilité des machines était de X%, histoire de montrer que dans la station A, les ascenseurs fonctionnent bien, dans la station B, ça ne fonctionne pas, et d'être honnête avec la clientèle. C'est quelque chose qui évolue beaucoup et j'ai pu me réjouir aujourd'hui au niveau de la disponibilité des ascenseurs, de ce qu'on a aujourd'hui même inauguré la rénovation de la station Rodebeek qui amène le numéro 51 sur 69 de stations accessibles. Donc on a aujourd'hui 73% de stations qui sont équipées d'ascenseurs depuis la surface, donc depuis le niveau voirie jusqu'au quai. Il y en a encore quelques-unes aussi, c'était le cas de Rodebeek pendant longtemps, où il y a une partie des ascenseurs, mais où il en manque encore pour que la chaîne soit complète entre la voirie et les quais. Ah, c'est chouette ça. Donc, de Rodebeek, maintenant, on peut aller jusqu'à la mezzanine, c'est ça? Entre le shopping et la... Alors, donc il y a 3 ascenseurs dans la station, Oui. un sur chaque quai qui vous ramène à la mezzanine. Pour les non-initiés, la mezzanine, c'est un espace intermédiaire entre la voirie et les quais. Donc, une station conventionnelle, c'est organisé en niveau 0, c'est le niveau de la voirie, niveau -1, c'est le niveau qu'on appelle mezzanine, et le niveau -2, qui est le niveau des quais. Donc, il y a un ascenseur de chaque côté des quais qui fait mezzanine quai, et puis un ascenseur du côté du pôle de correspondance avec les bus qui permet de faire mezzanine voirie. Et de là, puisque la question nous a été posée tout à l'heure, de là vous avez accès à Walibilis, vous avez accès au shopping, etc. via la circulation piétonne. Et donc moi je me réjouis parce que c'était un endroit qui était Bien sûr. qui est vecteur de mouvement pour plein de gens du fait de la présence du pôle intermodal. Hein, il y a les tech, il y a The Lane et il y a nous. Il y a le pôle culturel avec Walibilis, un pôle commercial avec le shopping. Donc c'était attendu depuis fort longtemps cette installation. Et la jonction avec le tram qui avait eu qui a été fort critiqué sur son non-accessibilité. Avec les fusibles, on a pu un peu y remédier. Où est-ce que vous en êtes? Il y a 2 choses sur ce point-là. La première, c'est que oui, on a pu remédier en partie. Alors, je ne connais pas la situation exacte de l'installation des fusibles à Rodebeek. Donc, les fusibles, c'est un élément en caoutchouc qu'on installe au bord du quai et qui permet d'annuler l'espace entre le quai et le véhicule. Donc, je parlais tout à l'heure de l'avantage de gérer l'accessibilité, notamment pour les personnes qui ont un handicap invisible. Quand on annule cette lacune horizontale, ce qui est à la base fait pour les personnes en fauteuil, on facilite le transport de l'ensemble de la population. Je parle de shopping, il y a plein de gens qui circulent avec des caddies dans ces endroits-là, il y a plein de gens avec des poussettes. Mais quand on a réussi ça, on facilite l'accès à tous. Ce qui amène une thématique intéressante, c'est que l'accessibilité, c'est une valeur ajoutée. Elle est difficile. Pardon ? Et aussi la fluidité, la sécurité. Combien de personnes ne sont pas tombées dans le trou? Combien de personnes ne sont pas cassées des jambes? Je n'ai pas de chiffres sur cet élément-là, mais ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de pouvoir dire qu'à partir du moment où on a pris en compte les besoins des usagers les plus faibles, on améliore le confort de l'ensemble de la population. Le fait qu'il y ait des accidents, je pense qu'il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui vont glisser, il y a toujours des gens qui vont tomber, qui vont... voilà, c'est inhérent à l'existence humaine. Mais voilà, donc on améliore de ce côté-là aussi. Je disais, il y avait 2 choses. Le fusible, en soi, améliore les choses de façon intrinsèquement. L'autre point, c'est que la ligne est desservie à la fois par des trams T3, donc les trams qui sont la génération la plus moderne que nous ayons aujourd'hui en fonction, mais aussi par des T2. Et dans ces T2, il n'y a pas d'espace pour les personnes en fauteuil roulant. Donc, il y a un peu... voilà, tout n'est pas encore parfait.
On attend qu'ils rendent l'âme, c'est ça? Alors, sur ce point, j'ai pas de calendrier à offrir, mais le point, c'est qu'on ne peut pas remplacer tous les trams comme ça. Hein. Si les T2 ne sont pas ceux qui sont le plus dans le collimateur de la clientèle, ceux qui sont le plus dans le collimateur de la clientèle, c'est nos anciens trams dits PCC, ceux qui sont avec des marches et qui rouleront encore sur les lignes 39 et 44 entre Montgomery et Tervuren ou Banaik pendant des années, parce qu'il faut, pour pouvoir les retirer de là, refaire toute la station Montgomery. Et sans la réfection de la station Montgomery, on ne peut pas passer dans Montgomery avec des trams de nouvelle génération. Leur gabarit ne le permet pas. Tu me corriges, mais c'est le problème de la place du Mont, non? Non, c'est... Alors, il y a peut-être un problème à la place du Mont, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, le problème principal se trouve à Montgomery. Oui, c'est ça. Hein, on ne sait pas desservir la place du Mont avec les T3, les nouveaux Ah trams, oui, comme ça, oui. parce que Montgomery ne permet pas c'est un hub, hein, on peut l'appeler un hub, Oui, ne permet pas de faire des connexions, quoi. c'est ça. C'est ça. Merci de vos deux témoignages. Et on a un scoop. Aujourd'hui, la station de Rodebé, ça serait bien, c'est une bonne information, ça fait plaisir. Alors, ce n'est pas vraiment un scoop parce que la conférence de presse a eu lieu ce matin, donc je ne peux pas vous le laisser comme scoop, mais vous n'êtes pas en retard sur l'actu. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux vous poser une petite question, Monsieur de Straker? Est-ce que, donc on sait souvent comme c'est compliqué, régional, communal, tout ce qui s'ensuit, est-ce que par exemple, parce que ça fait partie aussi de la mobilité, mais les abribus, quand on s'assoit, est-ce que le design, est-ce que les places sont faites par la STIB ou il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus? Parce que, un petit exemple, on est en saison d'hiver, quand il y a du gel, quand il y a de la pluie, les fauteuils pour s'asseoir sont trempés parce que les abribus ne protègent pas. Et donc, du coup, quand on a des problèmes de mobilité, moi, je ne sais pas rester debout plus de 10 minutes sur mes muscles, debout sur mes jambes, ce n'est pas possible. J'ai besoin de m'asseoir, sauf que par un temps pareil, je ne peux pas m'asseoir. Alors, à qui est-ce qu'on peut demander ou en parler ou comment faire pour peut-être réévaluer les fonctions des abribus, parce qu'on a des abribus alors qui ne servent à rien, on a des sièges pour s'asseoir qui ne servent à rien, et ça fait partie aussi un peu de la mobilité de la personne handicapée ou de la personne âgée. Alors, votre question apporte... C'est typique hein, dans le transport public, dès qu'on touche à un truc, on touche à 15 trucs en même temps. Appuyer sur un point, c'est comme une goutte d'eau qui arrive dans l'eau, qui arrive dans un étang. Voilà. On a plusieurs types d'abris dans la ville parce que certains sont, je ne maîtrise pas le sujet à fond, mais j'ai une petite notion. Certains sont gérés par les communes, d'autres sont gérés par la région. Et du coup, certains aussi sont classés. Du coup, ça amène un nombre d'abris différents, enfin des designs différents sur le réseau STIB. Plus d'une fois, la STIB a voulu, entre guillemets, imposer, ou en tout cas designer un abri qui serait un abri qui amène une cohérence pour l'ensemble de la région, du territoire, etc. À l'heure qu'il est, on n'y est pas. C'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce qu'on a d'office des places assises dans les abris? Non, pas forcément. On a parfois aussi ce qu'on appelle les appuis sciatiques qui permettent de poser les fesses, mais sans reposer complètement les jambes. Ce qui, pour une certaine tranche de population, est intéressant. Je pense au problème cardiaque, on peut au point se poser, ce qui, dans votre cas, ne va pas être suffisant. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est toujours une question de compromis. Et puis enfin, le coup de la pluie. Moi qui étais cycliste longtemps,
Au début, je me disais, mais je vais jamais faire du vélo, il pleut tout le temps dans la ville. Voilà. Et puis au final, les associations de cyclistes m'ont convaincu que c'était pas vrai, il pleuvait pas tout le temps. Et puis, sur ce point-là, je n'ai pas de solution miracle. Le seul truc de façon très, très, très concret, et je le prenais pas mal, c'est juste prenez un essuie avec vous comme je le faisais pour la selle de mon vélo. Parce que voilà, c'est juste cette seule réponse concrète que je peux vous proposer. Parce qu'en fonction du vent, même si un abri est bien designé, de temps en temps, il y a le vent, ou même il y a une flaque qui se construit, qui se forme devant l'abri, un véhicule qui roule dedans, flash, il y a tout qui est trempé. Et là, enfin, c'est foutu. Donc, c'est un peu bête comme propos, mais c'est le plus concret que je puisse vous proposer. Merci. Merci. Du coup, ça fait le lien avec les transports en commun, dont nous allons parler juste maintenant. Et du coup, nous allons encore parler un peu de la STIB. Voilà, on a parlé justement du fait que grâce à la STIB, on peut préparer notre voyage en avance. Mais du coup, c'est une chance. Et aussi, ça dépend, comme disait Cléon, le temps aussi de préparation du voyage en avance. Il y a aussi une aide pour le métro via un formulaire. Et nous avons vu qu'il y avait 50 stations équipées. Voilà. Il existe aussi des... 51, ok. Nous allons corriger le PowerPoint. Je le note aussi comme ça. Ah, mais c'est parce qu'il y a la nouveauté. Ah bah oui, du coup. Voilà, et peut-être, pardon Clara, peut-être pour revenir au problème Christian, est-ce qu'il n'y a pas, parce que la réaction d'Alexandra était assez intéressante, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir avec les designers et avec, je suppose, c'est Deco qui fait les abribus sur des sièges qui peuvent évacuer l'eau. Moi, j'ai des chaises de terrasse en plastique qui ont un petit trou et si jamais il pleut, l'eau est évacuée sur ce siège. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir sur une solution technique pour pas que l'eau s'accumule sur le siège? Mais il y a ça d'office, mais le truc, c'est qu'on ne va pas remplacer les abris qui sont là, et si on le fait, c'est pour ça que je le disais à demi-mot, la STIB aimerait, je pense, en tout cas, elle s'y est essayée à plus d'une reprise, avoir un abri qui soit, j'ai envie de dire, unique sur le territoire régional, et cet abri unique sur le territoire régional est forcément travaillé, son design est forcément travaillé sur plein de points, notamment le confort d'assises. Et le jour où on pourra rouvrir le dossier, je m'en fais fort, on pourra le voir aussi avec les partenaires associatifs pour s'assurer que ça fonctionne correctement, quoi. Et dans ton cahier de charges vers tes sous-traitants, tu ne peux pas le mettre? Bien sûr, c'est mis, j'en sais rien, je dis c'est mis, j'en sais rien, mais ça me paraît évident que ce genre de point est mis dedans, quoi. Comme la hauteur d'assise, comme la largeur d'assise, comme la présence d'accoudoir, l'éclairage, il y a 1000 points. C'est intéressant de pouvoir vérifier, et ce n'est pas d'essayer de faire remonter à qui de droit le témoignage d'Alexandra. Je trouve c'est intéressant. Pardon Clara, je t'ai coupé. Hein. Non, pas de souci, je prends note également. Donc voilà, donc les petites solutions mises déjà en place, donc 51 stations équipées. Donc le fait aussi qu'on peut avoir de l'aide pour aller dans le métro, etc., donc via le formulaire, qu'il faut s'organiser également en avance pour le réserver. Tous les arrêts ne sont pas accessibles en bus et tram, mais par contre, du coup, il existe des signalisations, donc pour Accessibus et Accessi-tram. Et il existe aussi des taxibus à réserver la veille du trajet, pour un trajet porte à porte. C'est toute la semaine, voilà. Il y a des petites informations sur le papier, mais de 5h à 1h, c'est 1,70 € le trajet. Et du coup, on peut réserver au plus tard la veille. T'as pas un scoop pour nous aussi,
Christian, que sur les réservations, sur le délai de réservation, il n'y a pas Il n'y a des pas de délai de améliorations? réservation en fait, hein. C'est un truc que j'essaye de tuer depuis bien 3 ans, Ah, mais ça passe pas. Je ne sais pas ce qui coince. Vous faites la réservation en disant j'arrive et on vient vous aider dès que possible. Et notre promesse, c'est de le faire en dé en l'heure. ok. Alors, quand je dis ça passe nulle part, en fait, cette information-là. C'est pourtant bien écrit dans les procédures, c'est pourtant écrit un peu partout, dans le guide du voyageur en situation de handicap aussi. Mais même chez mes collègues, certains disent qu'il faut réserver 3 heures à l'avance. Donc, malheureusement, il faut aussi, et c'est un fait dans le monde des personnes en situation de handicap, il faut parfois avoir un peu de poignée pour dire non, c'est pas comme ça, j'arrive, servez-moi. C'est un truc que vous devez vivre, ça doit vous parler, j'imagine, ce que je raconte là. Et enfin, ça fait partie de ma vie aussi, c'est de pouvoir dire à un moment donné, non les gars, enfin, voilà, l'assistance, il n'y a pas besoin de la réserver, on vient vous aider tout de suite. Si vous la réservez, vous avez le confort du fait de ne pas devoir attendre. Y compris pour les taxibus, Ah non, Christian? non, non, pour l'assistance, là j'ai dit. Le taxibus, taxibus nécessite de s'organiser à l'avance. On doit organiser les plannings de voyage, etc. pour les groupages et compagnie. Et donc ça, c'est le point opérationnel qui est nécessaire. Ensuite, ce que je me refuse de faire, c'est de faire le travail des autres. Ne pas réserver un système en porte-à-porte et qui voit commander un taxi. Nous ne sommes pas taxi, on est opérateur de transport public. Et donc, on ne veut pas, moi en tout cas, je défends l'idée, ce qui n'est pas forcément l'idée de la STIB, mais moi, monsieur PMR à la STIB, je refuse d'offrir le taxi auprès du transport public. Voilà, ça c'est mon point. Ok. Et en termes de bus et tram, tu as au niveau de... C'est vrai que autant on peut se réjouir avec la 51e station qui vient d'arriver, on peut se réjouir de l'avancée. On est quoi? On est à 2/3, il y a 91 stations et on est presque à 60. Il y a 51 stations qui sont équipées d'ascenseurs parmi les 69 stations, ce qui veut dire qu'on est à 73% de réalisation de l'objectif. C'est ça. Et la totalité, c'est toujours 91 ou on va rajouter aussi l'axe nord-sud pour Molenbeek? Alors, Evere, pardon. Aujourd'hui, on a 69 stations qui doivent être équipées d'ascenseurs quand elles ne le sont pas encore. Donc, il nous reste 17% des stations à équiper là-dessus. Ensuite, il y a des projets d'amélioration, enfin d'extension du réseau métro avec la ligne 3 qui va partir d'Albert et qui va aller jusqu'à quasiment à Arren. Là, on est dans des perspectives de très, très, très long terme. La première portion, Albert, Gare du Nord, inauguration, je n'ai pas la date précise, donc il faudrait retourner dans les communiqués de presse pour être certain de la date, mais on est autour de 2025 pour l'inauguration. Tandis que le restant, je n'ai aucune idée de quand ça va pouvoir être inauguré. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va intégrer dans ces nouvelles stations, donc pas sur le premier tronçon qui ne sont pas des nouvelles stations, mais des stations réaménagées, tandis que le second tronçon, ce seront des nouvelles stations. Et là, la prise en considération de l'accessibilité sera différente d'aujourd'hui, notamment avec de la redondance d'ascenseurs et des choses comme ça, ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans nos stations et qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Oui. Quand tu voyages à Athènes, qui est un métro que je connais bien, 4-5 ascenseurs pour une seule station, c'est le paradis, quoi. C'est les vacances. C'est les vacances. Les vacances, c'est toujours le paradis. Oui, peut-être. Enfin, les ascenseurs sont là aussi, hein, ils fonctionnent. J'ai une petite question un petit peu particulière parce qu'il n'y a pas de communication, je pense, de la part de la STIB dessus.
Je me mets dans la peau de quand je serai en chaise roulante parce que ça m'inquiète réellement. S'il se passe un problème dans les stations de métro, qu'imaginons que les ascenseurs sont en panne ou même en cas d'incendie, je ne sais même pas s'ils fonctionnent, mais imaginons il faut évacuer le métro. Il n'y a pas d'ascenseur à disposition ou bien il ne fonctionne pas. Quels sont les moyens de sauvetage? Quels sont les moyens de sauvetage pour sauver, pour venir en aide à une personne qui est en chaise roulante quand il y a un souci d'urgence comme ça qui est pratiquement peut-être vital pour peut-être des fumées, pour le feu carrément, s'il y a un attentat à la bombe comme on a déjà eu, ça c'est extrêmement rare, j'en conviens. Mais quels sont vos moyens pour venir sauver ces gens-là dans ces situations-là? Parce qu'il n'y a aucune communication et je trouve que enfin, moi, ça m'inquiète très si je suis en chaise roulante, qu'on me laisse peut-être là sur le quai parce que y a rien. Il n'y a rien qui est prévu ou bien c'est dans la demi-heure. Enfin, voilà. Donc, je me demandais un petit peu ce qu'il y avait là-dessus. Qu'est-ce qu'il existait? Je comprends bien ce point-là. Ça fait appel à la sécurité de manière générale quand on est en fauteuil roulant et au changement de niveau en vertical. Et donc, c'est pas que à la STIB que enfin, cette crainte que je comprends, a priori, elle est valable pour, enfin, dès lors que vous franchissez un niveau par ascenseur. Vous allez voir un copain, une copine, prenez le café, puis l'ascenseur tombe en panne, vous restez là, et puis l'ascenseur sera réparé après-demain, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc ça, même en Non, situation non urgente, tout à même en... fait, mais en chaise roulante, on est vraiment bloqué. On ne peut pas Oui, sortir de j'entends bien. sa chaise, courir, marcher, monter les escaliers. On n'a aucun moyen de secours. Donc, je trouve ça un petit peu inquiétant. Et il n'y a Mais, pas de communication ni même de la part de la STIP, ni même de la part de la sécurité, donc les pompiers, les trucs comme ça. J'ai essayé de trouver pour voir ce qu'il existait et je ne trouve pas. Et je trouve qu'en tant que personne handicapée, en étant plus tard tétraplégique, ce sont des angoisses que j'ai déjà actuellement, alors que moi, je sais me sauver si jamais il arrive un problème. Et je me dis, est-ce que la STIP pourrait faire ce genre de choses? Est-ce que la STIP a déjà fait des exercices d'évacuation avec des personnes handicapées en chaise roulante? Je trouve ça, c'est vital en fait. Pratiquement, c'est vital et c'est une question de vie ou de mort. Donc voilà. Tu voulais répondre, Cléon? je pense que, enfin, pour avoir dans le temps fait partie du comité au niveau de la STIP, il y avait des procédures avec les pompiers, hein, il y avait des exercices. Et je me rappelle qu'il y avait aussi il y avait pas aussi une histoire de pouvoir sortir du côté de l'autre rail. Donc, s'il faut évacuer, qu'on puisse pas aller monter sur le métro d'en face. Ouais, il y a plein d'options. D'abord, il y a très peu en fréquence, c'est excessivement rare qu'il y ait des problèmes. Tout à fait, Donc, tout à fait. ça, c'est le premier élément que j'ai envie de vous apporter. Rassure-toi, Alexandra, rassure-toi. Voilà. Mais enfin, on a, vu l'âge qu'on a, on a déjà pris le métro quelques fois et c'est rarissime les fois où on a dû sortir. Hein. Ça, c'est le premier Ça peut point. arriver. Ça peut arriver, ceci dit. Et parce que ça peut arriver, on est organisé pour ça. Alors, quand il y a un problème, il y a, j'ai envie de dire, trois sortes de problèmes. Le problème non urgent. Et le problème non urgent, c'est, je vais vous dire la vérité, parce que c'est ma marque de fabrique, c'est un suicide. Il y a quelqu'un qui s'est jeté sous le métro, et le métro est à l'arrêt, et on évacue dans ces cas-là. Si vous êtes en fauteuil roulant là, mais en fait, vous n'êtes pas en danger. C'est casse-pied, c'est paniquant parce que c'est une situation perturbante de savoir qu'il y a quelqu'un qui a fini ses jours juste sous vos pieds. C'est absolument pas confortable. Et donc, là, la probabilité qu'on soit dans une station accessible augmente. La probabilité qu'on soit dans une station inaccessible est encore réelle.
On n'a pas, pour ça, de procédure particulière d'évacuation d'une personne en fauteuil roulant. Et ce qu'on fera, c'est discuter avec elle pour voir ce qu'elle peut faire. Si c'est une personne en fauteuil manuel, il y a de grandes chances qu'on mette 4 castars et puis qu'on la ressorte. Si c'est une personne en fauteuil motorisé, il y a plus de chances qu'on lui apporte un café et qu'on lui propose d'attendre avec nous. Voilà, ce sera probablement comme ça que ça va se passer. Si par contre la station est accessible, elle peut sortir, elle est repartie, il n'y a pas d'incidence sur les ascenseurs. Ensuite, ce qui peut arriver aussi, c'est un départ de feu qui est généralement créé dans l'infrastructure station et pas à bord. Ça arrive parfois à bord aussi, mais c'est encore moins fréquent que dans les infrastructures de station. Et ces départs de feu sont maîtrisés très très rapidement. Moi, par exemple, je peux être appelé, comme tous mes collègues. Vous allez entendre dans la station qu'on fait appel à l'agent 12. Et l'agent 12, c'est l'ensemble du personnel STIB. Dans ce cas-là, l'agent 12 doit communiquer vers le poste téléphonique le plus proche et il va aider à identifier la source du problème. Est-ce que c'est un problème qui nécessite de sortir 3 casernes de pompiers ou est-ce qu'avec la petite lance du coin, on va s'en sortir? Donc, on s'en sort aussi sur ces points-là. Parce que généralement, oui, un petit dégagement de fumée, mais ça ne nécessite pas l'évacuation de la station. Ensuite, il y a la grosse évacuation de station qu'on ne connaît pas. Ça ne nous est pas arrivé jusque-là. Avant l'explosion à Malbec. Et donc, la grosse évacuation de station, le point, c'est que sortent tous ceux qui peuvent, parce que là, on a un incident qui se produit dans la zone A, et il y aura probablement déjà des victimes dans la zone A du fait de la survenance de l'incident. Les services de secours sont prévenus, tous ceux qui peuvent sortir sortent, et même ceux qui sont à la base valides, certains vont devenir victimes parce que simplement ils vont s'énerver. Ils vont perdre leurs moyens, ils vont être tétanisés dans un coin à plus savoir bouger, ou ils vont devenir hystériques du fait de la trouille qu'ils ont, etc. Et donc, il va y avoir des personnes qui, alors qu'ils sont valides avant la survenance de l'incident, vont devenir complètement des victimes qu'il va falloir aider. Et là, c'est le rôle des services de secours qui, en fonction des équipages qu'ils auront présents sur les lieux, vont mettre en place les éléments nécessaires à l'évacuation, d'abord des personnes, ensuite des animaux, et puis à la protection des biens. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, dans la situation d'aujourd'hui, c'est de la sécurité qui est organisée. Dans la situation d'aujourd'hui, on sait que dans la manière de l'organiser, on ne va pas avoir un système mécanique d'office présent pour vous remonter. Sauf que les pompiers peuvent utiliser les ascenseurs en fonction des possibilités du moment. Si le feu il est dans la cage d'ascenseur, c'est mort. Si par contre le feu il est à l'autre bout de la station, alors que nous, citoyens, ne pourront plus utiliser l'ascenseur, eux vont pouvoir le faire. Et d'ailleurs, les ascenseurs sont programmés pour, en cas de déclenchement alarme incendie, redescendre, être au niveau à évacuer pour pouvoir remonter les gens. Donc il y a des choses qu'on prend en considération et d'autres qui ne sont pas prenables en considération. Le coup de l'explosion, ben voilà, on fait ce qu'on veut, ça a pété, ça a pété. Voilà. Et puis là, ben, il y a les pompiers qui ont leur procédure. Et il faut être pompier pour pouvoir comprendre qu'il y a des choses à faire là. Tiens, Christian, éclaire-moi un peu sur... donc je sais qu'il y a des ascenseurs qui sont prévus dans les procédures d'évacuation parce que justement, ils ont une norme, je ne sais plus, TF2 ou je ne sais plus comment c'était, donc qui peuvent résister plus longtemps sur le feu. Les câbles sont un peu résistants
à plus de chaleur, etc., etc. Est-ce que c'est le cas dans les stations? Est-ce qu'on a... Ça ne m'a jamais effleuré cette question-là. Est-ce que ce sont des ascenseurs qui sont prévus comme outil, comme médium d'évacuation en cas de feu? Je ne sais pas répondre avec certitude à cette question-là. Je perds mon écran. Le voilà. Je ne sais pas répondre avec certitude à cette question-là. Je sais que les pompiers peuvent décider de l'utiliser. C'est ça. Et donc, enfin, voilà, il y a des choses qui sont prévues. Après, ce que je sais aussi, c'est que nous, les citoyens, en cas de feu, on ne peut pas les utiliser. Bien sûr, oui, bien Voilà. sûr. Mais est-ce qu'on peut, en connaissance de cause, en cas de nécessité d'évacuer avec évidemment le personnel adéquat, que ce soit les pompiers ou la sécurité, peu importe, mais est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce que c'est prévu comme outil complémentaire d'évacuation? Enfin, je dis ça parce que j'ai vécu une alerte à la bombe à Bordeaux et il y avait 50 Césars dans la salle. Et on a tous été évacués par ascenseur parce que justement, ils répondaient aux normes de sécurité en cas de feu ou d'explosion, quoi. Voilà, je ne peux pas être plus précis, Ok. je suis désolé. Ouais, mais c'est intéressant de savoir, oui, c'est ça. Ok. Bah, merci de vos interventions. Et du coup, bah là, si on parle par rapport à la personne, donc plutôt le côté individuel, ce qu'on peut retrouver, c'est, bah, par exemple, on prend l'exemple de se déplacer en voiture à Bruxelles. Voilà, il y a on doit prendre d'abord rendez-vous au CARA pour évaluer la conduite et le véhicule. Et c'est seulement après cela qu'on pourra adapter le véhicule, avec voilà, la possibilité d'avoir des aides financières, sans oublier le contrôle technique et l'assurance auto et les plaques d'immatriculation. Et voilà, concernant les places réservées pour les personnes à mobilité réduite, il y a l'application Parking Brussels qui nous permet voilà, d'obtenir en temps réel les places disponibles pour les personnes en chaise roulante dans la capitale à Bruxelles. Et du coup, voilà, concernant certaines petites informations en plus, tout d'abord, il existe les dérogations LES bruxelloises. Et donc, voilà, si vous avez un véhicule assez vieux, qui a bien vécu, vous pouvez peut-être bénéficier de certaines dérogations LES. Voilà, si vous êtes une personne en situation de handicap et que vous avez un véhicule adapté, voilà, ça peut servir. Ensuite, il existe la carte européenne de stationnement, voilà, pour les personnes handicapées, pour avoir des bénéfices liés enfin, des avantages liés au parking, voilà, des places réservées, des durées de stationnement adaptées, hein, qui peuvent voilà, toujours être utiles. Voilà, concernant la voiture à Bruxelles et un peu dans l'Europe. Et Avec la sinon, difficulté de plus en plus avec les scans car, hein, il faut aussi le souligner, Clara, ah oui, et qui tiennent pas, qui savent pas voir les cartes de stationnement. Donc, du coup, tu reçois des PV, donc tu dois faire des démarches pour essayer de faire sauter ce PV en disant, ben, les scan-cars n'ont pas vu que j'avais une carte, voilà, etc. Donc, voilà, il y a quand même un problème qui reste là, oui. oui, par rapport, oui, c'est ça. Trouver une façon peut-être que le scan-car puisse voir que la personne a une voiture adaptée. Oui, mais le problème, c'est que la carte est mobile, donc tu n'es pas nécessairement dans ton propre véhicule. Donc, même si tu fais une base de données avec ton immatriculation, Ah oui, ça. si tu es sur un autre voiture, la carte est personnelle, donc si tu es dans un autre véhicule, le problème reste, quoi. Mhm. Oui. Oui, ce serait intéressant d'aller creuser un peu plus de ce côté. Et du coup, bah, on en a parlé aussi un tout petit peu tout à l'heure, mais pour se déplacer en taxi, donc il existe voilà, des taxis adaptés, différentes solutions. Donc on en a parlé, c'est vrai, tout à l'heure, mais les taxis verts,
handicap, l'ASBL Contre-Pied, hop, la centrale des moins mobiles, enfin les centrales des moins mobiles, les taxibus de la STIB, etc. Donc voilà, je ne sais pas si justement, hop, vous avez déjà utilisé ces services-là, si voilà, vous les connaissiez ou pas, si vous en connaissez d'autres, et ou alors si vous avez une petite histoire ou une anecdote à raconter par rapport à tous ces services qui ont été cités. Voilà, je vous laisse la parole. Non, juste déjà, les taxis, c'est très cher, hein. Quand on est personne handicapée, on n'a pas forcément un budget, donc les taxis, c'est forcément très cher. Ce qui est dommage, c'est le système avec les taxibus de points, c'est comptabiliser les points, 10 points, vous pouvez pas, 11 points, vous pouvez. Ça ne prend pas en partie, évidemment, tout type de handicap. Donc, c'est un petit peu en principe discriminatoire, ce système de points, mais je pense que ça peut être réévalué. Je pense que, même au point de vue fédéral, je pense qu'ils veulent réévaluer les choses en termes de points. Enfin, ils aimeraient revoir même carrément ça. J'ai une autre petite question qu'on n'a peut-être pas abordée et que j'ai oubliée pour la mobilité par rapport à la crise qu'on a ici. Quand est-ce que dans les bus, on va pouvoir remonter par l'avant? Parce que quand on a justement des problèmes de mobilité, tout le monde monter à l'arrière, descendre à l'arrière quand il y a deux portes, c'est un peu l'enfer. On se fait bousculer de tous les côtés, ça devient dangereux, c'est compliqué si on veut pointer son mobile et des choses comme ça. Donc, maintenant, on est drillé, ça va bientôt faire 2 ans et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand est-ce que ça reviendra à la normale? S'il y a une réponse à ce sujet. Ben non, j'en ai pas. J'ai pas de réponse sur ce point-là. Non, on répond aux autorités sanitaires et voilà. Sur ce point-là, on est, Oui. on est victime du Covid aussi. Oui, mais bon, la plupart des services ont quand même repris, on est masqué, bien souvent c'est obligatoire dans le bus, on n'a pas de contact direct avec le chauffeur a quand même une vitre, s'il veut mettre un masque, il peut mettre un masque pour être triplement masqué, donc nos niveau accessibilité justement des transports en commun, là les bus, on n'y est pas du tout, ça c'est l'enfer ça, pour tout type de personnes, même je pense pour les personnes qui n'ont pas des problèmes de mobilité. Il y a Simplement beaucoup, il y a beaucoup pour même demander si on vraiment. s'arrête bien à la rue, machin, c'est un problème. Et donc, ce point-là, vous prêchez un convaincu, j'ai conscience du problème, mais je suis victime comme vous. Mhm. Oui. Et ok. Concernant, il y avait aussi tout un débat, Christian, concernant les, on ne peut pas dire monopole, mais bien sûr, on peut utiliser le terme monopole, avec la collaboration taxi-bus avec les taxis. Il y a une raison pour laquelle on ne peut pas étendre le partenariat avec d'autres opérateurs, justement pour offrir plus de possibilités à l'end-user, à l'utilisateur final, d'avoir réellement un taxi. Euh, est-ce que ces taxis verts, je crois qu'aujourd'hui, ils ont remporté le marché. Est-ce que est-ce que ce n'est pas c'est un peu contradictoire si on veut se placer du point de vue de l'utilisateur? Je ne comprends pas bien ce qui peut être contradictoire. Et je veux dire, je vais répondre peut-être à côté de la question, j'en sais rien, reformule-la si ma réponse n'est pas bonne, mais Taxibus a un taux de refus de 0%. Donc, chaque personne qui nous demande un transport reçoit son transport. Ah, ok, c'est bon alors. Ok. Voilà, je ne peux pas être plus clair. C'est magnifique ça. C'est un vrai problème pour nous parce qu'on a aussi une croissance de plus de 30% sur base annuelle. Donc, et un budget qui fait 0% de plus sur base annuelle. Donc, c'est un vrai souci. Donc, on va devoir prendre de nouvelles dispositions. Parce que, bon, je ne sais pas, comme je te l'ai dit, je ne suis plus tellement actif
au niveau des commissions. Mais il fut un temps où le pourcentage de refus était quand même assez important. Ça, c'était avant la réforme de 2014, mais depuis, il y a eu une décision d'abord du cabinet et puis un super chef de projet qui s'est mêlé de la réforme de ça, un certain, je ne sais plus comment, quelque chose comme ça, de Streeck, quelque chose comme ça. Un peu de cocorico, ça fait jamais de mal. Mais non, très sérieusement, avant la réforme, on ne calculait pas le taux de refus, mais on avait grosso modo 40 000 courses par an. On est passé largement au-dessus des 150 000 aujourd'hui. Ça veut dire quelque chose. On avait 400 clients à l'époque, on est passé au-dessus des 2000. Voilà, je pense qu'on n'a pas tout raté dans cet exercice-là. Et ce qu'on n'a pas raté non plus, qui est probablement plus subtil, c'est la sensibilisation des acteurs taxi au monde du handicap. Puisque aujourd'hui, le système Taxibus fonctionne avec un mixte un mélange de véhicules où nous avons à la STIB une série de minibus et puis nous utilisons des taxis de la région Bruxelles-Capitale. Et à la base de la réforme, quand ça a été décidé par le gouvernement en 2012, tout le monde criait au secours en disant on sait comment les chauffeurs de taxi nous traitent, nous les personnes en situation de handicap. Il y a un hiatus important dans ce métier, puisqu'un taximan, son client idéal, c'est le cadre dynamique qui fait Bruxelles vers aéroport ou vice-versa, sauf qu'à l'aéroport, ils ne peuvent pas charger, soit. Et donc, c'était un peu antinomique comme nouvelle clientèle pour eux. Et on se rend compte au final que ils font quand même beaucoup de courses pour nous et que les clients sont relativement satisfaits du service puisqu'ils y reviennent. S'ils n'étaient pas contents, ils n'y reviendraient pas. Madame Daus, n'était pas d'accord? Oui, non, ils n'ont pas vraiment le choix. Si on n'est pas content et qu'on est personne handicapée, mais qu'on n'a pas les moyens ou quoi, je dirais que c'est un petit peu, s'ils n'ont pas le choix d'utiliser ce service-là, ils n'ont pas le choix, ils l'utilisent. Alors, ils ont aussi un choix et ça me permet de renchérir avec un petit élément qui est aussi un défi dans mon métier, c'est d'obtenir les retours d'usage. Je pense que, et je dis ça souvent, les clients, dès lors qu'ils ont une solution, même si cette solution est inconfortable, incomplète, inadaptée, que sais-je, il y a une solution et ils ont tendance à ne pas s'en plaindre. Ce qui est un peu une critique que je fais au monde du handicap, c'est d'être trop vite content. Et du coup, ça ne nous permet pas toujours à nous de voir où sont les points d'amélioration possibles et du coup d'aller taper sur ces points d'amélioration possibles. Voilà. Je suis désolée, hein, je vais un peu vous contredire, mais c'est bien, j'aime bien, c'est un débat. Je suis du côté des usagers, je côtoie pas mal de personnes qui sont handicapées, que ce soit en chaise roulante ou bien aveugles, avec des problèmes d'orientation spatiale. Et il y a pas mal de choses qui me revient parce qu'ils parlent de Taxibus. Je n'utilise pas Taxibus, je ne sais pas juger ni rien du tout parce que je n'ai pas 11 points. Donc, c'est 12, voilà. c'est 12 points. 12 points, pardon, oui. Je suis désolé, mais voilà. Pas de souci. Mais on peut y revenir aussi sur ce point-là pour que je donne une explication. Et donc, du coup, il y a pas mal, par exemple, une personne aveugle qui systématiquement, les chauffeurs, à mon avis, je ne sais pas si c'est peut-être les chauffeurs qui n'ont pas envie ou un problème de sensibilisation, mais les chauffeurs refusent souvent d'aller la porter ou d'aller la chercher à son domicile parce qu'ils disent, nous, on n'est pas habilité à faire ça, on est chauffeur, point barre. On la laisse des fois, elle est aveugle avec des problèmes d'orientation. Donc, si on la laisse là, on la laisse en plein milieu de la rue, des fois où c'est dangereux, c'est point barre, le chauffeur s'en va. Si justement, les personnes, quand je dis, mais justement, l'idéal, s'il y a un problème, c'est justement porter plainte, remplissez des fiches de réclamation, téléphoner, c'est le meilleur moyen de se faire entendre. Et donc, du coup, ils disent, oui, mais on se fait peut-être un peu entendre, mais de toute manière, on ne nous écoute pas à la STIB. C'est-à-dire que chaque année, on participe à certaines choses et tout ce qui s'ensuit, et malheureusement, c'est toujours la même chose. Donc,
les gens maintenant sont dépités quand il y a des problèmes avec les taxibus. Autre chose qui est revenue des personnes handicapées, c'est que au plus vous vous plaignez, au moins votre course après, on se dira, ah ben on se met par exemple pas libre, parce que pour les taxis, je comprends pas trop bien comment ça fonctionne les systèmes, mais on vient pas les chercher parce que justement elles ont réclamé. Et donc du coup, elles n'osent pas non plus réclamer un peu trop, parce que du coup, ben, ils sont un peu fichés, je vais dire. Et donc c'est un petit peu compliqué, je pense, de faire valoir son opinion en tant que personne handicapée, de faire valoir ses réclamations et de ne pas être à côté de ça. Oui, mais si vous vous plaignez, bah alors de toute manière, ne prenez pas, ou bien on ne vient pas vous chercher, ou ce genre de choses. J'entends souvent ça. Je fais que dire ce que j'entends, parce que Oui, moi, c'est je très fais bien. partie de Merci. ça. Il y a la même chose avec certaines ASBL. Hein. Il y a des ASBL, à la COCOF, on aura un groupe où on va en parler, parce qu'il y a des ASBL qui disent ben, Taxibus, il y a un réel problème. Alors moi, en tant qu'usagère à la COCOF, je n'ai pas le droit de participer à ça, hein, donc ce sera en interne, mais les ASBL ne sont pas contents non plus. Donc, ce n'est pas seulement du côté des usagers, les ASBL ne sont pas contents. Donc, probablement qu'on va on va probablement venir vous en parler, vous ou peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est Sans doute pas. moi. Ce sera sans Donc, doute moi puisque je suis le monsieur personne à mobilité réduite et donc voilà. C'est ça quand même. reviendra vers moi. Qui est Ces alors ASBL, je vais reprendre le point je vais refaire le fil dans l'autre sens en reprenant ce propos-ci. Vous dites on va en parler au sein des ASBL à la COCOF. C'est parce que je suis étonné. Je travaille évidemment avec la COCOF, mais je ne connais pas d'ASBL qui milite auprès de la COCOF pour que les services de la STIP s'améliorent. À qui Non, pensez-vous quand il y a vous eu des dites ça? soucis il y a des soucis, par exemple, ce que je viens de dire, les chauffeurs ne viennent pas chercher des personnes dans les centres. Par exemple, Ça, il y a j'ai des entendu. il y a des Ça, centres j'ai de jour. entendu, j'allais y revenir aussi, hein. Mais c'était d'abord sur le point des ASBL. Après, voilà. Mais en tout cas, moi, je ne travaille pas avec des ASBL qui iraient vers la COCOF leur Et expliquer en quoi la les STIB n'est pas. usagers qui sont, par exemple, repris dans des ASBL, des centres de jour. Donc, c'est juste le contexte usager, mais j'entends ça partout, en fait. Tout le monde se plaint de ce genre de trucs-là. Et donc, du coup, c'est que c'est fréquent et régulier. Alors Donc, ensuite, le point de je ne suis pas accompagné entre la porte de mon domicile et le véhicule. C'est tout à fait normal, c'est un bus. Et donc, il y a un point là-dessus, et je vais avoir des propos qui risquent d'être un peu douloureux pour certaines personnes. Il faut vous rendre compte, ce n'est pas un propos dirigé vers vous, hein, c'est pour tout le monde, il faut se rendre compte que Taxibus coûte 1,70 € par voyage. Ça amène Taxibus au prix 10 fois moins cher que son concurrent le plus proche. Pour ce prix-là, on ne peut pas tout faire. Et donc, le niveau de service attendu par certains clients est supérieur à l'offre qui est amenée. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend parce que tous nos clients ne demandent pas du service pour leur bien-être, ils demandent du service par nécessité. Par contre, ils nous demandent un service que nous ne rendons pas. Et si je prends une illustration autre avec d'autres métiers, ils demandent un pain à un boucher. Et donc forcément, on ne peut pas livrer ça. Voilà, donc c'est un peu... Est-ce qu'il n'y a pas une petite nuance ce que je comprends de chez Clara, c'est qu'on ne l'abandonne pas dans une situation en danger. C'est la mission de la STIB de sortir le client s'il ne sait pas sortir tout seul parce qu'il est en voiturette, il est attaché pour la route, etc. Le tout, c'est qu'on ne l'abandonne pas sur une pente ou qu'on ne l'abandonne pas sous la pluie, qu'on lui dise, voilà, vous êtes sur le trottoir pour une personne aveugle. C'est le point. Donc, il y a deux catégories d'usagers pour lesquels il y a une attention spécifique à avoir, spécialement à ce qu'on appelle la dépose, quand on dépose le client à destination. Ce sont forcément les personnes déficientes visuelles et les personnes déficientes intellectuelles. Les autres, on est un bus. Et donc,
quelqu'un qui ne peut pas se mouvoir seul, etc., enfin, désolé, ce n'est pas notre métier que de Tu ne vas pousser pas le le fauteuil laisser sur une roulant pente. jusqu'à l'amener à Tchik ou à Tchak. Et même la pente, ce n'est pas notre métier. Voilà, on le dépose d'adresse à adresse, point à la ligne. Il y a aussi, pour parler clair, et je vais vous parler d'une situation qui m'a retourné le cœur. C'était une personne qui allait à son activité, hein, juste une activité, elle n'a pas d'autre, et son activité se passe à 200 mètres dans un parc, et donc on ne peut pas aller à la petite maison qui est située 200 mètres à l'intérieur du parc. Résultat des courses, elle n'a plus pu aller à son activité parce que nous, on l'a déposée devant l'entrée du parc. Ben Est-ce voilà, qu'il c'est la limite du système. À un moment donné, le curseur doit être placé quelque part. Par contre, pour les justement, personnes déficientes visuelles et déficientes intellectuelles, on doit s'assurer avec elles que au moment où on la dépose, elle a bien repris ses points de repère, elle sait où elle est, parce que la personne déficiente visuelle, il faut qu'elle reprenne ses points de repère par rapport à un élément qu'elle connaît dans l'environnement. Personne déficiente intellectuelle, si on la dépose derrière le coin de la rue, peut-être pas reconnaître le quartier et se perdre. Donc là, on doit faire attention. Et si vous avez des éléments sur ces points-là, ça, ce sont des points où on doit qu'on doit pouvoir identifier pour les corriger. est-ce que justement, par rapport à ce type de bénéficiaires, de choses comme ça, est-ce qu'il n'est pas possible, par exemple, imaginons, comme il y a plusieurs cas de figure comme ça où on les laisse un petit peu en plan, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre un système, par exemple, de volontaires ou de bénévoles, d'un service d'accompagnement quand vous savez, par exemple, que vous avez des personnes qui sont plus les aveugles, qui ont en même temps des problèmes un peu neuromoteurs, ou les personnes à déficience intellectuelle, ou par exemple peut-être même des autistes, je ne sais pas, qui ont peut-être plus difficile. Est-ce qu'il n'est pas possible alors, quand vous savez que vous avez ce type de personnes dans vos bus, est-ce qu'il n'est pas possible pour cette heure-là, je ne sais pas comment ça fonctionne, pour le tour, de mettre alors un service d'accompagnement pas sur toutes les lignes, mais de pouvoir que si le chauffeur ne le fait pas ou ne veut pas ou ne peut pas, est-ce qu'il n'est pas possible alors de créer un petit service comme ça parallèle avec un bénévole qui viendrait et qui accompagne de porte à porte, par exemple? Est-ce que c'est faisable pour aider, pour éviter peut-être ce genre de déconvenus? Mes collègues veulent bien travailler, hein, donc ça, je veux absolument les défendre. C'est pas qu'ils ne veulent pas aider, c'est qu'on leur demande de ne pas le faire. Donc ça, je tiens à préciser ce point-là. Okay. Ensuite, ici, on parle que de taxibus, et c'est aussi une précision que je veux rapporter. Et enfin, dans les perspectives de taxibus, il y a des choses qui sont sur la table. Alors, je ne peux pas encore vous dévoiler tout, mais je peux lever un coin du voile tout de même. Nous envisageons de chercher des solutions pour accompagner les gens, donc quasiment en individuel, surtout quand on peut les amener par le réseau, d'un point A à un point B, par le réseau régulier. Parce que nous avons des clients sur Taxibus qui sont tout à fait en capacité d'utiliser le réseau régulier sous condition d'y être accompagnés. Alors, il y a déjà des choses possibles. La carte accompagnateur gratuit, par exemple, qui leur permet de façon individuelle de bénéficier d'un accompagnant de leur entourage qui, lui, voyage gratuitement. Et voilà, c'est en échange de l'aide apportée. Ça, c'est quelque chose qui existe. Il y a une application, Christian, qui existe déjà, non? Alors après, il y a plein d'applications qui ne sont pas des applications de la STIB. Et donc, oui, il y a des applications sociales pour les aveugles, par exemple. Il y en a une dont on me parle très souvent, qui s'appelle Be My Eyes, voilà, ça existe. Nous ne les soutenons pas jusqu'ici. Aucun n'est venu nous trouver en disant on aimerait bien avoir un partenariat particulier. Pourquoi pas, mais voilà, on a d'autres acteurs sur la piste qui pourraient venir en complément de l'offre telle qu'elle est aujourd'hui sur Taxibus pour apporter une aide. Oui. Mais moi, et alors, pardon Cléon, je termine, un dernier petit point.
le dernier élément sur ce point, oui, les personnes qui ont besoin d'accompagnement peuvent aussi se faire accompagner dans Taxibus. Et ça aussi, on l'a écrit dans le règlement spécifique d'utilisation. Quelqu'un qui n'est pas capable d'autonomie, on peut même aller jusqu'à lui imposer de venir avec quelqu'un de son entourage. Ça nous est déjà arrivé. On ne fait pas ça comme des ours, hein. On discute avec les familles, on discute avec les personnes, mais ça nous arrive de convenir avec les familles qu'il ne nous reste que deux solutions, l'accompagnement ou l'arrêt du transport. Mais je disais simplement que la remarque d'Alexandra est intéressante parce qu'elle a le mérite de proposer des solutions et surtout que si on fait un petit benchmarking, ailleurs, ça existe déjà. Et donc, je trouve que ça serait intéressant de pouvoir approfondir cet aspect d'accompagnement. Oui. Bien, mais je pense qu'on peut avancer. Ok, super. Et du coup, bah voilà, les solutions qu'on a trouvées pour le moment. Tout d'abord, encore également sur notre site internet, on a un petit onglet qui s'appelle Mobility for All et donc qui recense tout ce qui est l'actualité, les opérateurs, les aides techniques à la mobilité, les guides et les informations, voilà, à chaque fois sur la mobilité. D'ailleurs, c'est dans celle-ci qu'on reprend aussi le guide du voyageur fait par la STIB. Voilà, vous pourrez retrouver toutes sortes d'informations utiles par rapport à ça. N'hésite pas de partager, Christian, si tu as des choses intéressantes à faire communiquer. C'est un canal en plus. À propos de... Oui, si vous avez des nouveaux documents ou des... Non, j'ai rien de neuf pour l'instant. OK. Et du coup, dans cette même catégorie, on peut retrouver aussi des différents produits. Donc voilà, des exemples de produits d'assistance à la marche, des voitures, des cyclomoteurs, etc. Comme vous pouvez le voir à gauche, il y a vraiment plein de recensements. Voilà un exemple de ce qu'on peut y trouver. Et du coup, il y a aussi un nouveau filtre sur le site qui date de vraiment pas longtemps, dans la catégorie service et si on coche ici donc transport adapté, on retrouve aussi plein de services donc, liés à la mobilité. Voilà, en français, en néerlandais. Et le début, hein, qui est vraiment le tout au début. Il faut être indulgent puisque ça date. Ce matin, Christian inaugurait la station. Nous, on commençait à encoder les premières associations ou entreprises de transport adapté, quoi. Oui. Et du coup, concernant les lectures, voilà, on peut retrouver donc justement le guide du voyageur en situation de handicap fait par la STIB, qui date de l'année passée. Par la SNCF, il y a le guide de mobilité réduite, et handicap et construction. Et là également, c'est tout ce qui est livres, revues, guides utiles en tout cas aux personnes en situation de handicap. Le livre de Grosbois n'est pas tout à fait au bon endroit, mais ce n'est pas grave. Voilà, on retriera un peu tout ça. Et voilà, du coup, nous approchons tout doucement de la fin de ce webinaire. Voilà, après, on vous propose différentes options pour nous soutenir, donc en devenant autonomiste, en rediffusant nos contenus sur les réseaux sociaux, en témoignant, comme vous avez pu le faire aujourd'hui, et en parlant de nous à votre entourage. Et du coup, par mail, je vous enverrai par la suite un formulaire d'évaluation afin voilà, que vous nous partagez encore votre avis sur, voilà, pour qu'on puisse s'améliorer. C'est ça, pour que ces webinaires continuent à vivre et continuent à être utiles pour tout le monde. Donc voilà, merci à tous les deux. On espère que vous serez là à nos prochains webinaires. Merci Donc, à voilà. vous. Merci beaucoup pour l'écoute, c'est important justement. Merci à Monsieur de Streiker justement d'avoir été là et d'écouter et d'interagir, c'est très important, c'est très agréable aussi en tant que personne handicapée. Merci beaucoup à Monsieur Antello. Merci à vous, merci à Christian, merci à Alexandra de partager cela parce que donc le projet WebHyper, comme Clara l'a dit au début, c'est justement entre pairs pouvoir de manière tout à fait horizontale, il n'y a pas d'experts, il y a surtout des
des gens qui ont des pratiques et des problèmes qui partagent et qui ont parfois trouvé des solutions. Et donc, on se veut vraiment très horizontal, très entre pairs, mais c'est ouvert à tout le monde, y compris aux spécialistes. Justement, cet espace de parole. Merci à vous. Merci. Et voilà, donc si je vous montre un peu le calendrier de la suite. Donc, dans 2 semaines, il y a le webinaire sur l'éducation. Voilà. Et ensuite, il y aura la législation, l'emploi, activités, loisirs et enfin sport. Ça, vous avez déjà un peu la surprise de la suite. Et voilà, nous remercions aussi Equal Bruxelles qui soutient ce projet de webinaire. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, en tout cas, et une bonne et heureuse année pour... Le meilleur, évidemment, pour tout le monde. Hein. Oui. Et plein de mobilité. Hein. Oui. Merci de m'avoir accueilli et considéré parmi vous. C'était un plaisir de partager avec vous et puis passez tous de très bonnes fêtes et comme on dit chez nous, au plaisir de vous revoir sur nos lignes. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah voilà. Je pense que tu peux arrêter l'enregistrement, Clément, comme ça. Oui, je vais arrêter.